Depuis leur découverte en Égypte au début du siècle dernier, 4 fragments d'énigmatiques statues colossales soulèvent de nombreuses questions. La jambe et la tête d'un roi avaient alors été déposés au musée gréco-romain d'Alexandrie. Le buste d'une reine et 2 mains jointes expédiées en Belgique. Depuis peu, les tribulations de ces fragments font l'objet d'une enquête pluridisciplinaire passionnante. Tout commence en Belgique, au musée royal de Marimont. Ce musée rassemble les diverses collections de Raoul Warroquet, industriel belge, homme de culture et mécène. Il les a léguées à sa mort à l'État belge en 1917 avec le château et l'ensemble du domaine. C'est l'un des premiers musées de Wallonie par la qualité et l'éclectisme des œuvres présentées. Collection de porcelaine de Tournai, collection gallo-romaine et mérovingienne du Hainaut, œuvres chinoises et japonaises, statues grecques et romaines et de nombreuses antiquités égyptiennes. Parmi elles, il en est une qui intrigue le visiteur. Il s'agit d'un buste féminin adossé à une stèle ainsi que 2 mains jointes. Si leur origine ne fait pas de doute, elle suscite beaucoup d'interrogations. De quel monument provient ce buste colossal? Comment le dater? Comment ces pièces sont-elles arrivées à Marimont? Et qui est représenté? Ça, c'est un choix À l'initiative de Marie-Cécile Bruvier, directrice scientifique du musée, une véritable enquête va commencer. Vont intervenir archéologues, topographes, céramologues, historiens, architectes, géophysiciens et chercheurs. La statue a été acquise par Raoul Warroquet en 1911, lors d'un voyage en Égypte. Il l'a tout d'abord placée dans un parc qui entourait son château, puis dans le château lui-même, dans une salle à décor égyptisant, une salle à usage maçonnique. Lorsque le château de Raoul Warroquet a été détruit par un incendie en 1960, cette salle qui abritait donc le buste de reine égyptienne a été préservée et donc lorsqu'on a construit le nouveau musée, on a d'abord élevé ce voile de béton sur lequel on l'a fixé et enfin on a fermé les murs, élevé les murs et la couverture du musée. Donc cette salle s'est refermée comme un écrin sur la statue. Les fragments du buste féminin et des mains avaient été acquis par l'intermédiaire d'Albert Daninos Pacha, qui résidait à cette époque à Aboukir, près d'Alexandrie. Le produit de la vente devant financer ses fouilles à Héliopolis. Albert Daninos avait lui-même retiré ces fragments du sol et les avait donc apportés chez lui, dans son jardin. Et c'est là que Raoul Warroquet les a vus. Daninos, évidemment, a incité Raoul Warroquet à les acquérir et il a eu un argument qui, bien entendu, n'a plus que décider le collectionneur belge à les acquérir, c'est-à-dire qu'il s'agit de Cléopâtre VII, rien de moins dont il allait acquérir le buste. Héliopolis, le 12 janvier 1912. Cher monsieur, je vous confirme par la présente l'entretien verbal que j'ai eu le plaisir d'avoir avec vous au sujet des fouilles d'Héliopolis dont j'ai obtenu la concession et que je compte entreprendre en association avec vous à la suite de l'acquisition que vous voulez faire de ma tête de Cléopâtre en granit gris et des 2 mains serrées de Marc-Antoine et de cette célèbre reine. Le produit de ces fouilles, après que le musée du Caire en aurait prélevé la moitié, conformément au règlement qui régit la matière en Égypte, sera partagé en parties égales entre vous et moi. Alors, cet ensemble, ces 2 fragments, en réalité, n'ont pas été trouvés isolément. Avec eux, gisait au même endroit une tête colossale masculine et ce qui reste de la jambe gauche du même colosse masculin.
Ces deux fragments se sont trouvés au musée gréco-romain d'Alexandrie avant 1907. À partir des 4 fragments restants, Pierre Gilbert, un égyptologue membre de l'Académie royale de Belgique, a proposé une reconstitution de la stèle en extrapolant les pièces manquantes. D'après un fragment aujourd'hui perdu, mais dessiné en 1842 par Joseph Bonomi, le bras gauche du personnage masculin étant replié vers le corps, sa main tenait le sceptre Eka, ce qui implique que de la droite, il soutenait la main gauche de sa compagne. Le personnage masculin portait une couronne perdue aujourd'hui, la couronne Hemhem. Cette coiffure caractérise notamment les dieux fils tels Khonsu ou Harpocrate, mais peut être aussi un attribut royal. Ce qui subsiste de la couronne du personnage féminin montre un disque solaire encadré de cornes de vache, inscrites dans un mortier entouré d'uréus, les cobras dressés. Le mortier lui-même étant posé sur une dépouille de vautour, cette coiffure caractérise la déesse Isis. Les 2 hautes plumes de la coiffe ont été ajoutées par Pierre Gilbert, mais l'état du fragment ne permet pas de déterminer si elle figurait sur la stèle. Le dessin de Pierre Gilbert reste bien sûr une hypothèse. La datation et l'identification du couple font l'objet de discussions depuis le XIXe siècle. C'est maintenant en Égypte que les recherches vont se poursuivre. Tout d'abord, à la bibliothèque du Centre d'études alexandrines. Parmi les témoignages sur les monuments situés au-delà de la porte orientale de la ville, faut-il inclure celui d'Ibn Rusted qui, au Xe siècle, nommait l'endroit Bab Pharaoun, la porte de Pharaon. En revanche, il est certain qu'en 1743, les statues brisées avaient déjà été repérées par Richard Pocock. À 2 miles d'Alexandrie, les ruines d'un ancien temple baignent dans l'eau. J'ai surtout remarqué la statue d'une femme en granit rouge de 12 pieds de long et un bloc de marbre de 4 pieds de diamètre, sans doute le haut d'une statue colossale, ainsi que d'autres pièces, peut-être des fragments de la même statue, en particulier les mains. D'autres ruines, tout près, semblent appartenir à un grand portique. Au sud, des colonnes de granit rouge, par leur alignement et la forme du sol, semblent avoir fait partie d'un temple circulaire. Beaucoup sont cannelés. Un siècle plus tard, en 1842, l'égyptologue Giuseppe Bonomi dessine les fragments. Il indique qu'il se trouve dans un champ dans la direction nord-est à environ 20 minutes, à l'allure d'un âne, de la porte de Rosette. La même année, Carl Richard Lepsius note que 2 statues colossales se trouvent à une demi-heure de marche au-delà de la porte de Rosette. C'est l'étude des cartes qui pourrait maintenant faire avancer les recherches. En premier lieu, celle réalisée en 1843 par le capitaine de la Royal Navy, William Henry Smith. Les statues y sont mentionnées, mais d'autres cartes plus récentes seront nécessaires. Le Centre d'études d'Alexandrie a réuni un corpus important de cartes anciennes pour Alexandrie. Nous avons réuni une trentaine de documents du XVIIIe jusqu'au XXe siècle pour cette étude. On a toutefois un nombre limité de documents qui font apparaître les ruines de temples ou de statues. Il s'agit d'une région en dehors de la zone habitée, en dehors de la muraille arabe, au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc nous avons superposé un certain nombre de ces cartes anciennes sur le fond de plan vectoriel d'Alexandrie des années 1930 et 1940. Ce fond de plan a été digitalisé par le Centre d'études d'Alexandrie. Nous avons commencé par géoréférencer 2 cartes réalisées par Mahmoud El-Falaki. Sur sa carte moderne de 1865, il a représenté des ruines d'un ancien temple au nord-ouest du lac Hadra
Et on retrouve cette même forme rectangulaire sur sa restitution antique de 1866. Nous avons par ailleurs une troisième carte de 1840 environ, réalisée par Gallis Bey, alors directeur des fortifications, et elle fait apparaître une forme au contour irrégulier, également au bord du lac, au nord du lac Hadra. Donc, la position du temple qui découle du calage de ces trois documents est relativement proche. Ces premiers résultats situent le monument à l'est de la ville, à Smoura. Le quartier doit son nom à Joseph Smoura, un négociant en coton, qui achète dans les années 1920 une parcelle de 200 hectares aux héritiers du prince Wahid el-Din. Le lac de Hadra a séché, les constructions modernes vont recouvrir peu à peu les vestiges antiques. Alors, la carte de Mahmoud Bey est finalement celle qui nous donne le plus de précision et indique la proximité d'un monument vis-à-vis du lac de Hadra. Mais dans l'Antiquité, si on se réfère à Strabon, à l'est de la porte qu'on va appeler Rosette ensuite, se trouvait le quartier d'Éleusis. Tu n'as pas trouvé dans les cartes que tu as consultées la mention d'Éleusis à proximité, enfin à cet endroit. On la retrouve sur les restitutions d'Alexandrie antique. Richard Pocock, au XVIIIe siècle, dit déjà que les fragments gisent dans un endroit marécageux. C'est un élément intéressant. Les fragments eux-mêmes portent alors des traces d'un séjour dans l'eau assez long. Donc nous avons également un autre document cartographique intéressant. Il s'agit de la carte de Bartocci de 1914, publiée par Breccia. Ce calage nous confirme cette première localisation avec un léger décalage de 125 mètres vers le sud-est. Cette étude nous a conduit à identifier comme site potentiel un îlot dans le quartier de Smoura, anciennement appelé Sidi Gaber ou Hadra, au sud de la rue d'Aboukir et de la ligne de chemin de fer. Alors, peux-tu estimer la distance qu'il y a entre la rue d'Aboukir et le site potentiel à investiguer? Alors, en regardant ces documents, on peut estimer cette distance à environ 270 mètres à 300 mètres. Des prospections géophysiques sont réalisées sur ce site en 2004. Elles révèlent des anomalies positives. Elles seront complétées en 2008 par des carottages sur 3 terrains, sous la direction de Francis Schoel, archéologue au Centre d'études alexandrines. Les carottages seront analysés ensuite par Clément Flot, géomorphologue. Les fouilles peuvent alors commencer. Commanditée par le Musée royal de Marimont, elle bénéficie du soutien du Centre d'études alexandrines en collaboration avec le Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Leur objectif, la recherche du monument antique auquel se rattachaient les 4 fragments. Francis Schoel, archéologue au centre, conduira la fouille. Nous avons effectué des travaux archéologiques entre 2008 et 2012. Cela représentait des investigations sur 6 terrains différents. Il a fallu donc requérir les autorisations non seulement du ministère des Antiquités d'Égypte, mais aussi, bien entendu, l'autorisation des propriétaires des terrains. Les difficultés rencontrées dans cette fouille sont aussi dues au fait que la nappe phréatique est très très haute. Effectivement, après 1,50 m, voire un peu plus, on se trouvait les pieds dans l'eau. Donc il fallait pomper. La fouille a révélé un très grand nombre de gros blocs de granit, des blocs de calcaire aussi, mais en moins grande quantité, parce que les blocs de calcaire ont été en grande partie réduits à l'état de chaux. Nous avons trouvé pour la fouille des fours à chaux.
Des colonnes également, des colonnes fragmentaires, mais colonnes quand même assez monumentales. L'une d'elles, par exemple, a 1 mètre de diamètre, ce qui n'est pas rien tout de même. Les éléments mis au jour sont transportés sur le site de Kom El Shougafa, près de la tête monumentale masculine. En 2010 et 2011, 2 nouveaux terrains sont prospectés. Le parking du poste de police de Smoucha et une propriété privée. 2 colonnades de granit ont pu ainsi être partiellement dégagées, ainsi que d'autres nouvelles structures. 2 mois après mon arrivée à la direction des antiquités d'Alexandrie et ses environs, j'ai été informé qu'il y a un site qui va commencer à être construit à Smoucha. Ayant les informations sur les travaux de Marie-Cécile Bruyé dans ce quartier, j'ai demandé l'emplacement de ce site et j'ai compris tout de suite qu'il fait une partie des sites qui étaient désignés pour les travaux de Marie-Cécile. Donc j'ai arrêté les travaux dans ce site et on a commencé une fouille entre le Suprême Conseil des Antiquités et le Marie-Cécile et le centre, une fouille en collaboration, où on a localisé les colonnades, l'axe du temple, les fours à chaux et d'autres petits objets qui ont montré une existence d'une sorte de culte pour Sérapis, Isis et autres. En 2012, c'est la dernière saison des fouilles. Les archéologues effectuent 19 tranchées de sondage, mais aucune structure antique n'est révélée. La stratigraphie s'est avérée assez complexe car ce quartier d'Alexandrie a subi de nombreux réaménagements. Néanmoins, nous avons pu isoler quelques couches préservées contenant du matériel homogène. On a découvert par exemple des importations et des lampes attribuées à la période romaine impériale. Une première phase d'occupation a ainsi pu être mise en évidence. Elle date de l'époque romaine et plus particulièrement du IIe siècle après Jésus-Christ. Une seconde phase date de la fin du 5e siècle et du 6e siècle. On note par exemple la présence d'une ampoule à eulogie à l'effigie de Saint Ménas, entourée de 2 dromadaires. Les niveaux antérieurs à l'époque romaine n'ont pu être atteints en raison du niveau élevé de la nappe phréatique à cet endroit. Il nous manque donc malheureusement un pan essentiel de l'histoire du site. On a également mis au jour des fragments d'inscriptions hiéroglyphiques avec la fin d'une titulature royale. Alors évidemment, le grand espoir, c'était d'arriver à trouver des fragments qui se trouvaient au-dessus de cette inscription, qui révéleraient donc le nom d'un souverain, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé ces fragments jusqu'à présent. Mais ils témoignent en tout état de cause de la présence à cet endroit, à un moment donné de l'histoire du site, de statues royales de style pharaonique en tout cas. Et il est très vraisemblable qu'à cet endroit se trouvaient aussi d'autres statues royales dont témoignent les inscriptions dont nous avons parlé précédemment. Et donc voilà, nous avons un peu avancé. Maintenant, nous en saurons davantage avec les découvertes qui se font encore régulièrement, notamment à Canope, à Aboukir, et sur le trajet entre Canope et Aboukir et Alexandrie. Avec ces fragments ont été découverts aussi des fragments de lampes en terre cuite d'époque romaine, avec notamment une belle représentation de Sérapis ou encore une belle figure de la déesse Isis trônant, allaitant l'enfant Horus. Alors, ce qui nous a particulièrement intéressé dans le cas de ce fragment de lampe, c'est qu'Isis porte aussi les épis de blé, qui sont un attribut de la déesse grecque Déméter, à laquelle Isis a été assimilée à l'époque ptolémaïque.
Peut-on envisager, du fait de la présence de statues colossales, que l'on ait affaire à un Lageion, un temple de culte dynastique? En tout cas, c'est un monument très important qui est révélé là, en dehors de la ville antique, un monument qui témoigne de l'importance de l'architecture à l'époque ptolémaïque. Un travail considérable a été effectué. Malgré cela, l'identification des personnages reste encore sujette à hypothèse. On espère bien entendu qu'il pourrait s'agir de Cléopâtre VII, mais en tout état de cause, on ne peut pas affirmer non plus qu'il s'agit d'une statue de couple. Le mystère, évidemment, est suscité par la présence des deux mains l'une dans l'autre, mais est-ce que ces deux mains appartiennent bien à ces statues? Au total, 6 terrains ont été explorés sur le site de Smoucha entre 2008 et 2012. Les vestiges mis au jour comptent non seulement des timbres amphoriques du IIe siècle avant notre ère, mais aussi des céramiques du VIe siècle de notre ère. Ils témoignent de l'utilisation du site pendant plusieurs siècles et de la réaffectation du monument. La présence de fours à chaux atteste également la transformation en carrière. Les fragments de statues colossales ont été extraits avant que le lac de Hadra n'ait été asséché. La mise au jour de nombreux blocs de granit et fragments de colonnes entre 2008 et 2012, ainsi que la mise en évidence de portiques, tendent à confirmer la description que Richard Pocock a donnée du monument en 1743. En revanche, la destination du monument initial, auquel étaient liées les statues colossales, n'est pas encore déterminée. Se trouve-t-on bien dans l'Éleusis décrite par Strabon? A-t-on affaire à un temple d'Isis Déméter? Voire au Thesmophorion mentionné par Polybe? Ou encore s'agit-il d'un temple du culte dynastique? Les différentes questions relatives à l'enquête menée seront développées dans le prochain volume des Cahiers de Marimont.